Au Sahel, la crise sécuritaire ne faiblit pas et les déplacements forcés s'intensifient. Selon les HCR, ils sont aujourd'hui près de 4 millions à avoir fui leur foyer au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans les pays voisins. Focus éducation, le silence persiste dans les écoles publiques. Les enseignants maintiennent leur arrêt de travail illimité, plongeant des milliers d'élèves dans l'attente et l'incertitude. Entre revendications syndicales et espoir de reprise, la crise scolaire interroge. Place aux demi-finales du tournoi IFOA U17. Le Mali affrontera la Guinée-Conakry, tandis que le Sénégal sera opposé à la Guinée-Bissau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Au Sahel, la crise sécuritaire continue de pousser des millions de personnes sur les routes de l'exil. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 4 millions de déplacés sont aujourd'hui recensés au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans les pays voisins. Un chiffre alarmant qui illustre l'ampleur d'une urgence humanitaire toujours croissante dans la région. Djeneba Samaki. Le Sahel est en état d'urgence. Selon les derniers chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, l'insécurité chronique alimentée par les conflits et les changements climatiques a jeté sur les routes près de 4 millions de personnes. 4 millions de vies brisées, contraintes de fuir leur foyer au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans les pays voisins, soit environ 2 tiers de plus qu'il y a 5 ans. C'est l'une des crises de déplacement les plus sévères au monde, selon les HCR. This onward movement highlights the urgent need to expand assistance and enable people to remain closer to home and avoid dangerous journeys. The insecurity across the region is exposing people to violence, forced recruitment, movement restriction, and arbitrary detention. Women and children represent 80% of the forcibly displaced population in the region. And gender-based violence remains a critical and pervasive concern. Dans toute la région, plus de 900 établissements de santé et près de 15 000 écoles ont été contraints de fermer, privant des millions de personnes de soins essentiels et d'éducation. Over 14,800 schools had closed in the region by mid-2025, leaving 3 million children without access to learning or safe space. Forcibly displaced youth face increased protection and livelihood challenges, including forced recruitment, trafficking, and limited access to job opportunities, increasing the risk of taking dangerous journeys. L'aide est vitale, mais les financements sont en chute libre. Les HCR dit souhaiter appuyer les États et les communautés pour gérer les déplacements, mais l'accès humanitaire et les financements sont limités. En 2025, l'agence a besoin de 409,7 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires dans les pays du Sahel, mais n'a récolté que 32% de cette somme, ce qui impacte gravement des activités essentielles telles que l'enregistrement, la documentation, l'éducation, la santé et le logement. 2 semaines après la rentrée, les écoles publiques restent paralysées. Les enseignants poursuivent leur grève illimitée, laissant des milliers d'élèves sans cours et sans horizon clair. Les raisons de ce blocage et les espoirs de sortie de crise, c'est dans le reportage de Moussa Traoré. À Bamako, comme dans plusieurs régions du pays, les écoles publiques peinent à rouvrir leurs portes. Les enseignants ont choisi de maintenir leur arrêt de travail, estimant que leurs revendications n'ont toujours pas été satisfaites. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités, notamment sur les questions salariales et les conditions de travail. Voilà, effectivement, comme vous l'avez constaté sur le terrain, depuis le 1er octobre, date de la rentrée, un certain nombre de régions, dont les synergies régionales, ont déposé des arrêts de travail pour protester contre les omissions constatées sur les enrôlements. Vous savez, le gouvernement a engagé un processus d'enrôlement dans le système intégré de gestion des ressources humaines. Et il apparaît qu'à la sortie des résultats, il y a à peu près une bonne partie des enseignants qui ont fait l'ensemble du processus, mais qui malheureusement se sont trouvés victimes de la suspension de salaire en raison qu'ils n'ont pas été enrôlés. 2 semaines plus tard, la situation reste bloquée. Les négociations entre syndicats et gouvernement se poursuivent, mais aucun compromis n'a encore été trouvé. Pendant ce temps, l'année scolaire 2025-2026 prend du retard et l'inquiétude grandit chez les parents d'élèves. Vous savez, ce genre de situation, c'est une question de confiance. Et après que le constat est fait, maintenant les avancées effectuées sur le terrain, les synergies régionales
certaines ont estimé que les avancées ne sont pas du tout satisfaisantes. C'est ce qui a fait qu'elles ont maintenu leur mot d'ordre, même si aujourd'hui la plupart de ces synergies régionales sont en train de suspendre leur mot d'ordre et suivre un peu la directive de la synergie nationale en attendant qu'on voit plus clair dans la situation. Dans ce climat d'incertitude, de nombreux élèves restent à la maison, espérant pouvoir retrouver le chemin de l'école le plus vite possible. Certains acteurs de l'éducation veulent encore croire à un dénouement proche, à condition que chaque partie fasse un pas vers l'autre. Non, je pense qu'on va rassurer les parents d'élèves, parce que nous, enseignants, ce qui nous intéresse, c'est surtout être en contact avec nos enfants, parce que les élèves, ce sont nos enfants, et que nous avons engagé une discussion dynamique avec le gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique. Des mesures ont été prises, et d'ailleurs, ce sont ces mesures-là qui ont valu à la synergie nationale de suspendre son mode d'ordre général qui devait commencer le 13 octobre. Je pense que la mise en œuvre de ces engagements pris par le gouvernement nous permettra effectivement de sortir de cette crise-là et permettre aux enfants de regagner très rapidement les classes. En attendant une solution définitive, le silence continue de régner dans les salles de classe des écoles publiques. Une situation qui met en péril le calendrier scolaire et relance le débat sur la stabilité du système éducatif malien. Au Mali, la crise liée à la distribution du carburant qui paralyse plusieurs régions du pays n'est pour l'instant pas constatée à Kaya, selon des sources locales contactées. La distribution y reste normale et sans interruption, nous rapporte Assetoumani Koulibaly. Pas de file d'attente pour se procurer de l'essence, encore moins de stockage préventif de bidons à domicile. À Kaya, la distribution du carburant s'effectue comme à l'accoutumée, et les populations s'approvisionnent de façon régulière dans les stations-service de la ville. Les sources jointes par téléphone confirment qu'aucune perturbation ni changement de prix à la pompe n'est observé à ce jour. Jusqu'à présent, sauf quand tu commences à sortir en dehors de Kaya, par exemple d'aller vers Djema, vers Sandaré, vers Nuro, c'est là-bas qu'il y a des difficultés là-bas à ce niveau. Sinon, dans la ville de Kaya, c'est quand même, on n'a rien senti pour le moment. Rien n'a changé ici. Non, à Kaya, Dieu merci, vraiment, il n'y a pas de crise. Au contraire, même, ça va à Kaya. Toutes les stations de Kaya sont approvisionnées. Et quand tu vas à la station, tout de suite, tu as de l'essence. Ou bien si tu veux le gasoil, il n'y a aucun problème. Ici, comme à Kaya, le carburant est disponible à 100%. Le tronçon Kaya-Sénégal, d'où provient une grande partie du carburant distribué localement, demeure plus accessible et sécurisé que la voie Kaya-Bamako. Selon plusieurs observateurs, c'est une situation qui pourrait justifier un meilleur approvisionnement dans la première région. Bon, moi j'explique cela, ça c'est dû peut-être au fait que, bon, comme Bamako est approvisionné à partir de Dakar, non? Et les citernes passent par Kaya. Bon, maintenant, il me semble qu'il y a des blocages au niveau de la route Kaya-Bamako. Je vois que la pénurie de Bamako est due à ça. Mais pour Kaya, il n'y a pas de problème. Les citernes passent bien, sont bien sécurisées. À Bamako, la capitale, la pénurie se poursuit. Les populations peinent toujours à s'approvisionner en carburant et les files d'attente s'allongent devant les rares stations ouvertes. Et une situation qui pourrait impacter directement le coût du transport. Au Niger voisin, 369 anciens membres de groupes armés et terroristes, parmi lesquels 307 hommes, 21 femmes et 41 enfants, ont officiellement intégré les rangs de l'armée après plusieurs mois de formation au centre de Hamdalaï, près de Niamey. Selon la télévision nationale, ces ex-combattants repentis ont suivi un programme de réinsertion lancé fin 2024 par les autorités de transition. Le pays, confronté depuis plusieurs années aux attaques de Boko Haram dans l'Est et à celles de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique à l'Ouest, espère ainsi renforcer sa stratégie de stabilisation et de réconciliation. L'actualité à l'international toujours, le président malgache a écarté lundi soir toute démission, rejetant de fait les appels à la démission du mouvement de contestation né le 25 septembre. Il a donc procédé ce matin à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aminata Keïta. Pas de nouvel homme fort à Madagascar, mais c'est la frustration de la population qui s'est exprimée. Sur les réseaux sociaux, le président Andry Rajoelina s'est adressé au peuple malgache depuis sa nouvelle destination.
Lors de ce direct de 26 minutes non diffusé à la télévision publique malgache, le président Rajoelina a affirmé qu'il n'y a qu'une seule issue pour résoudre ce problème, qui est le respect de la constitution en vigueur dans le pays, au soir de nouvelles scènes de joie qui ont eu lieu dans la journée de lundi dans la capitale Antananarivo entre militaires et des milliers de manifestants appelant à son départ. On ressent vraiment que c'est festif, on ressent qu'on est maintenant libre, pas vraiment libre, totalement libre, mais on ressent qu'on n'est plus aussi oppressé, aussi opprimé qu'avant. D'abord, il faudrait démanteler le système, il faudrait que chaque revendication soit résolue, et c'est après que le peuple malagasy va faire son choix. Ce matin, le président de 51 ans visé par un vote pour abandon de poste a dissous l'Assemblée nationale par décret. Même si le président malgache n'a pas donné de précision sur sa localisation, d'après des médias internationaux, il aurait embarqué dimanche à bord des navires militaires français et serait actuellement à Dubaï. Sur la question, depuis l'Égypte, le président français Emmanuel Macron a écarté toute intervention de la France dans le pays. Si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu. Ce serait évidemment, les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Et notre grande vigilance aux côtés de l'Union africaine, de la SADC, pour que la continuité institutionnelle et l'ordre constitutionnel soient respectés. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a rejeté catégoriquement toute tentative de changement anticonstitutionnel du gouvernement dans le pays et exhorte toutes les unités des forces armées malgaches à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires politiques. Le mouvement de contestation qui dénonçait au départ les coupures incessantes d'eau et d'électricité s'est mué depuis en une contestation plus large du président Rajoelina et de son clan. Au total, au moins 22 personnes ont été tuées au début des manifestations et plus d'une centaine blessées, d'après un bilan des Nations Unies. Retour au Mali, les affiches des demi-finales du tournoi qualificatif de la zone UFOA des moins de 17 ans sont connues. Le Mali sera face à la Guinée-Conakry, tandis que le Sénégal croisera le fer contre la Guinée-Bissau. Soumaïla Fani. Après une performance solide en phase de groupe, les Aigles du Mali des moins de 17 ans ont assuré leur qualification pour la demi-finale du tournoi qualificatif de l'UFOA. Avec 5 points accumulés lors de 3 matchs, la sélection malienne occupe la deuxième place de son groupe A et se prépare à affronter la Guinée-Conakry, leader du groupe B, avec l'espoir de décrocher l'un des 2 billets qualificatifs pour la phase finale de la prochaine CAN U17. De son côté, la Guinée-Bissau, première du groupe A, affrontera dans une autre demi-finale le Sénégal, qui a terminé deuxième dans le groupe B. Les 2 rencontres se joueront demain mercredi au stade Mamadou Konaté. Pour rappel, seuls les 2 finalistes du tournoi UFOA se qualifieront pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue au Maroc en 2026. Créés en 1995 au Mali, les Aigles ont remporté la CAN U17 2 fois consécutives, notamment en 2015 et en 2017. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.